Bonsoir, bienvenue dans cette controverse. Je suis très content d'accueillir donc c'est Jean-René Auger qui est le fondateur de ce magazine dont je vais vous dire un mot, Wahed, et Monsieur Wissam Saadé qui est un des contributeurs du dernier numéro de Wahed. Quand je dis dernier numéro, c'est le plus récent, bien entendu. Et si je fais cette remarque, c'est que en fait c'est un j'avoue que j'ai été très étonné et de cette aventure éditoriale. Aujourd'hui, en France, c'est très difficile de monter de nouveaux magazines et peut-être plus encore sur des thèmes qui touchent au monde arabe pour des raisons que chacun devine. Et c'est vraiment une très belle initiative. Ça a démarré au mois de janvier, vous me dites si je me trompe, et donc ça doit être le 9e numéro. Et Nous parlons, nous parlons de numéro 10. voilà, donc c'est ça. Donc c'est vraiment très récent et c'est un numéro que vous avez là-bas si vous le souhaitez, numéro de Wahed, qui est donc un numéro bilingue en français et en arabe. Et sur le plan esthétique, il est plus que remarquable, quoi. Il y a vraiment de très belles choses, une mise en page remarquable. Et donc, c'est une aventure éditoriale, finalement, quelque part, dont, évidemment, Jean-René Auger va nous parler d'abord. Donc, le schéma de notre discussion ce soir, c'est une présentation un peu de cette aventure éditoriale sur le plan pourquoi vous avez décidé de faire ça, quel est votre objectif, et évidemment, quels sont les contenus de ces différents numéros. J'ai entre les mains un numéro qui s'appelle La Palestine au Liban, vous allez nous en parler un peu, et puis ensuite, on viendra plus précisément au numéro qui vient de sortir, donc c'est Le Monde vu par les Ottomans. Et ensuite, on donnera la parole à Wissam Saadé qui nous parlera des rapports entre le monde arabe et les Ottomans, les uns vus par les autres et réciproquement entre le 16e et le 19e siècle. Donc, on plongera là dans le contenu, enfin un contenu de ce numéro qui vient de sortir. Voilà un peu le schéma. Et après, bien entendu, vous avez l'habitude, il y aura questions et réponses et débats. Donc, je passe la parole sans attendre à Jean-René Auger pour qu'il nous parle de son bébé, son beau bébé. Mon beau bébé qui a maintenant 10 numéros parus et le 11e étant chez l'imprimeur, qui sera un double numéro décembre-janvier pour laisser un petit peu souffler l'équipe parce que bon, si vous l'avez vu à l'entrée, c'est amplement assez dense pour que tout le monde ait le droit à quelques semaines de repos aux alentours de Noël. Wahed Magazine, donc né en janvier 2018, seul bilingue arabe-français, et surtout un énorme combat pour nous de faire re-rentrer la langue arabe dans les kiosques, dans l'univers de la presse en France, tout autant en tant que langue qu'en tant qu'auteur. Et c'est là en fait le double combat de Wahed Magazine. L'idée, c'était de pouvoir amener partout en France sur les réseaux où les concurrents, la concurrence n'était pas là et en même temps la langue arabe n'était pas là, une diversité de contenus quand on parlait du monde arabe, quand on parlait des pays arabes. Euh, il, faut, euh, il faut imaginer qu'une aventure bilingue, c'est quelque chose aussi de très compliqué, qui n'est pas forcément simple à implanter en kiosque. Pour nous, c'est chaque mois un véritable challenge. C'est extrêmement difficile avec des kiosquiers qui ne veulent pas voir de langue arabe dans les kiosques, d'autres qui ont compris l'intérêt des thématiques, l'intérêt pour le public de rencontrer des grands intellectuels, des grands auteurs, des grands poètes, des grands écrivains du monde arabe, et qu'ils le mettent en avant. Alors on a au final une carte de France assez étrange, avec des endroits qui vendent très 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 bien, d'autres qui vendent pas du tout, d'autres qui ne veulent pas nous mettre tout simplement dans le rayonnage. C'est véritablement une aventure assez palpitante et renouvelée tous les mois. On en est aujourd'hui à boucler notre première année avec de très très grands succès et nous espérons pour 2019 réussir à avancer encore plus et à continuer Wahed Magazine pour que ce soit véritablement un titre qui soit intégré au paysage médiatique français. On n'a pas fait un début avec des campagnes d'affichage monstrueuses, avec une énorme promotion. On voulait avant tout
réentrer dans les kiosques. La langue arabe dans les kiosques en France est morte dans les années 70. Ça ne veut pas dire que le lectorat ou que la création en langue arabe est morte en même temps. Au contraire. On voulait petit à petit réengager la pensée, une pensée dans une langue qui n'est pas le français, avec des écoles de pensée qui ne sont pas les écoles françaises. Et petit à petit, l'aventure de Wired Magazine a commencé à prendre une dimension nationale puis internationale. Là, si vous prenez les numéros, les 3 derniers numéros en cours, vous verrez sur la couverture Maroc, Tunisie, Égypte, Liban, Jordanie, Émirats Arabes Unis et Koweït. Voilà les endroits où nous sommes maintenant en vente, en plus qu'en France, France, Suisse, Belgique, pour être précis, sachant que nous avons encore à engager plus de volume et à vraiment grandir pour que Wired Magazine soit un véritable média qui soit présent dans le quotidien de tous les Français partout en France, que ce soit un nom qui soit connu, reconnu. Pourquoi ce titre? Tout simplement parce que c'est un, et c'est aussi, on est aussi les seuls. Ce qui est assez important dans la manière dont on va aller chercher le nom. On est unique et seul, et on a un ensemble culturel qui va derrière ce mot, qui fait aussi partie des valeurs, des valeurs du titre. C'est-à-dire tout simplement pouvoir prendre un monde dans un état de fait et le questionner en tant que monde entier. Après, là, ce soir, on est autour de la thématique du monde selon les Ottomans. C'est un numéro paru il y a 1 mois, qui est très intéressant, puisqu'il va en fait interroger sur ce qu'il reste des Ottomans dans le monde arabe, et de la vision des Ottomans sur le monde arabe. Wissam Saadé, qui nous a fait le plaisir de signer notre dossier, est venu nous parler de la paix ottomane, de la manière dont, à la création de l'Empire ottoman, il y a eu une forme de contrat avec les populations locales et la création et l'appropriation d'une philosophie pour justement réussir à créer et maintenir un empire qui ne partageait pas forcément la langue et pas forcément la culture. Dans le même numéro, on y retrouve aussi ce qu'il reste de l'architecture ottomane, un peu partout autour de la Méditerranée, parfois intégrée à l'histoire locale, à l'histoire nationale, parfois complètement anéantie parce que les Ottomans sont quand même une puissance de colonisation avant ce qu'on a appelé la colonisation. L'apport des Ottomans devient donc extrêmement compliqué dans l'identité des pays arabes. Et encore aujourd'hui, ce qu'il en reste est véritablement en question. Je pense que là, j'ai fait le tour un petit peu du numéro. Nous, on a voulu faire un clin d'œil, alors qui est peut-être un petit peu fort. Sur notre couverture, on a tenu à mettre de la calligraphie arabe, tout simplement parce que la calligraphie arabe a fait partie des moyens d'expression qui, lorsque les peuples se sont extraits de la domination ottomane, et bien tout simplement la calligraphie est revenue. Parce que c'était une expression arabe du pouvoir. Nous avons fait ce choix-là de positionner et de faire cette couverture qui détonne véritablement aussi dans les kiosques, qui nous a valu quelques jolies remarques et qui est très appréciée en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais quand même vous poser une question supplémentaire. Vous dites que c'est difficile
de venir s'installer dans les kiosques, et notamment parce qu'il y a la langue arabe. Vous avez des exemples concrets de difficultés? En plus, vous avez dit que dans certaines régions, c'était plus difficile qu'ailleurs, ou dans certains lieux. Je ne vais pas ostratiser telle ou telle région, mais juste quelques précisions là-dessus. On peut, pour être tout à fait honnête, Béziers nous laisse sur plateforme depuis le numéro 1. La ville de Béziers, la plateforme de Béziers, on n'accède pas au kiosque. Le problème, c'est qu'en fait, il couvre l'ensemble de la zone de Montpellier, ce qui fait quelques centaines de milliers de personnes qui juste ne peuvent pas voir que le magazine existe. Alors ça, c'est assez gênant. On a le même problème à Annemasse. Voilà. Ça, c'est pour la partie Annemasse. Annemasse en Savoie. Ouais, c'est bien ça. À Paris, alors on a des véritables alliés dans certains endroits et d'autres non. On a des problèmes dans la banlieue ouest parisienne. Je peux vous faire une carte de France, on va tous rigoler. C'est très politique. On a eu le mois dernier un gros petite blague au niveau national. On mettait les Wahed Magazine entre les valeurs actuelles. Voilà. C'est un petit peu les difficultés auxquelles on est confronté tous les mois dans quasiment tous les points de vente, sauf ceux qui ont compris. Les bibliothèques, ça dépend là encore malheureusement de la politique de la ville et de la manière dont, alors je vous invite tous à vous rendre dans votre bibliothèque, à faire la demande de Wahed Magazine, ce qui entraînera potentiellement, ce n'est pas obligatoire, un abonnement institutionnel qui est beaucoup plus intéressant pour nous qu'un abonnement personnel aussi, soyons honnêtes. C'est des démarches comme ça. On a tous les problèmes du monde. La presse écrite n'est pas là pour se porter très très bien en France en 2018. Je ne vais pas faire de constat sur la langue arabe. Je pense que tout le monde voit que ce n'est pas forcément la linguistique la plus mise en place et la plus visible en France. Nous, on est au milieu. On profite. Une dernière question, après je laisserai le public vous en poser d'autres, mais on a envie de vous dire, mais alors évidemment, vous n'êtes pas indépendant, il y a forcément quelqu'un derrière, une institution derrière. Je connais la réponse. Hein, oui, donc oui, je sais que vous connaissez. Alors allez-y. Oui, alors c'est important, je crois. Wahed Magazine, les finances, c'est moi. C'est pas les banques, c'est juste moi. C'est moi, ma première carrière, c'est reporter de guerre. Ça a été la vente de grosses coupes en Syrie, notamment pour des médias américains, qui m'ont rapporté juste beaucoup d'argent. Et cet argent, maintenant, il est réinvesti pour créer ce magazine. Les possibilités qu'on avait avant de commencer l'aventure en kiosque, les possibilités de soutien financier, elles ne permettaient pas de positionner un titre indépendant. Elles ne permettaient pas de garantir que le magazine survivrait au-delà d'un agenda politique donné. Moi, en tant que journaliste, je ne vois pas l'intérêt de me lancer dans un projet comme ça si je sais qu'au jour 2, le travail sera cadré d'une manière qui ne permet pas de faire du bon boulot. C'est un risque absolument démentiel. Lancer un magazine papier, c'est assez énorme. Et pourtant, petit à petit, Wahed Magazine fait des émules, avec très peu de moyens, très peu de publicité, tout simplement parce que, numéro après numéro, les gens viennent nous trouver. Les gens nous rencontrent dans les kiosques qui jouent le jeu, qui nous mettent en place,
Alors peut-être qu'il y a des gens qui, en cherchant valeurs actuelles, tombent sur un Wired Magazine, se disent « Waouh, c'est génial !» et l'achètent après tous les mois. J'en doute. On crée quelque chose. On crée quelque chose d'assez génial. On crée des courbes qui sont stables, qui sont extrêmement stables. Petit à petit, Wired grandit. on arrive à faire de ce rêve d'un média bilingue qui met en avant des grandes voix arabophones dont les noms ne sont presque jamais connus en France. En plus, on arrive à trouver un lectorat. On arrive à trouver des gens qui sont intéressés, des gens qui nous envoient des courriers qui, moi, en tant que seul investisseur, qui me font pleurer personnellement, qui disent à quel point, oui, c'est intéressant, ça change. Tiens, c'est marrant, votre numéro Siri, c'est pas le développement qu'on a tous les jours à la télé. Et chaque mois, c'est un petit miracle qui se reproduit comme ça. Et puis, petit à petit, on espère sur 2019 trouver un équilibre financier qui va permettre. Vous voyez, on a réussi à durer 1 an. L'hebdo a duré 2 mois, avec des millions d'euros. Bon, on se débrouille bien. Le modèle économique n'est pas le même non plus. On espère juste pouvoir, là, sur 2019, arriver à ce point d'équilibre qui permet à Wired Magazine de poursuivre l'aventure, de travailler tranquillement, encore une fois, sans pression financière et sans pression d'un actionnaire qui pourrait avoir une volonté qui pourrait nuire au titre et qui pourrait nuire à la qualité qui se retrouve dans les mains de nos lecteurs tous les mois. Merci. Je suis sûr que tout à l'heure, il y aura d'autres questions sur ce thème de cette aventure éditoriale. Alors maintenant, on va passer au fond. Enfin, au fond. On va passer à une question de fond qui est dans ce numéro sur le monde arabe et les Ottomans. Donc, vous allez nous parler de la façon dont le monde arabe voyait les Ottomans et inversement, dans la façon dont les Ottomans voyaient les Arabes, en prenant 2 périodes, disons du début, qui est plus tout à fait le début de l'Empire ottoman, c'est le XVIe siècle, et puis l'autre période, ce sera le XIXe siècle, qui est à la fois un moment de déclin et de tentative de remédier à ce déclin. Voilà, je vous laisse la parole. Monsieur Wissam Saadé. Bon, bonsoir, et je tiens d'abord à saluer l'IREMO pour cette initiative d'organiser cette soirée, de même que je suis ravi d'avoir participé au dossier sur le monde arabe selon les Ottomans dans Wahid. En fait, l'Empire ottoman continue à représenter une catégorie éminemment épineuse, éminemment qui prête à controverse dans le monde arabe, parmi les Arabes d'aujourd'hui, oscillant entre une part de nostalgie, les légendes noires sur les Ottomans, mais aussi les traumatismes de certaines minorités ethniques et religieuses qui aperçoivent tout autrement le passé ottoman. De même qu'on peut se rendre compte d'un certain regain d'un intérêt académique pour la chose ottomane, mais aussi une certaine ottomanie ou même ottomanophilie pour tout ce qui concerne, par exemple, la céramique ottomane, la culture de la céramique ottomane, l'art ottoman, etc. En fait, se demander
à propos de ce que pensaient les Arabes des Ottomans et ce que pensaient les Ottomans des Arabes est une problématique assez difficile à traiter. Parce que d'abord, il faut s'entendre sur ce que signifient les Ottomans. Les Ottomans, ce n'est pas les Turcs, ce n'est pas donc les ancêtres des Turcs d'aujourd'hui. Les Ottomans, ça c'est une catégorie qui est prête à équivoque, puisque si par Ottoman on signifie la dynastie ottomane, cette dynastie ottomane s'était bien détachée de ses origines ethniques, turcomanes, oghouze. Même les Turcomanes d'Anatolie et de l'Asie centrale, pour des siècles, ils continuaient à critiquer les Ottomans, à dénoncer cette perte de racines chez les Ottomans, à penser que les Ottomans, à présenter les Ottomans comme des déracinés, comme des oublieux de leurs racines turcomanes. Les Ottomans, en tant que dynastie d'origine turcomane, d'origine oghouze, ont choisi de construire un système assez compliqué, parce que ce système puisait l'essentiel de la classe dirigeante, non pas des tribus d'origine turque, mais il épuisait de la population des régions conquises, mais pas dans les régions conquises du monde arabe ou en Anatolie, mais surtout dans les provinces balkaniques à partir du système de la Devshirme. Dans ce système de la Devshirme, il s'agissait d'imposer de remettre ou d'enrôler une partie des enfants des villages chrétiens des Balkans dans l'armée ottomane ou dans l'administration ottomane. La classe dirigeante de l'Empire ottoman, c'est ce qu'on appelle les Ottomans, les Osmanlis. Les Osmanlis, donc, ne sont pas d'origine turque, ce sont jusqu'au XVIIe siècle originaires des provinces balkaniques, nés chrétiens, convertis à jeune âge à l'islam, parce que c'était une partie donc de la population masculine qui allait devenir les esclaves de la Sublime Porte, l'école. Une partie d'eux faisait partie de l'infanterie ottomane, les janissaires, une autre partie de la cavalerie ottomane, les sipahis. Et c'est cette classe dirigeante, les Osmanlis, qui n'avaient rien de turc sur le plan ethnique, mais qui allaient posséder et qui allaient apprendre la langue turco-ottomane. Mais cette classe dirigeante, les Osmanlis, comment elle était perçue dans le monde arabe, comment l'Empire en tant que tel était perçu dans le monde arabe, c'est toute une histoire. En fait, ce qu'il faudrait dire aussi à propos du caractère général de l'Empire ottoman, c'est que cet Empire ottoman n'était pas seulement un empire multi-ethnique et multi-religieux, mais il reposait fondamentalement sur une diversité linguistique et surtout la classe dirigeante de l'Empire entretenait un rapport intime avec 3 langues en même temps. La langue arabe, la langue turque-ottomane et la langue persane. La langue persane continuait à exercer son impact sur les élites ottomanes, de moins en moins au XVIIIe siècle, mais elle devrait continuer à exercer un certain impact jusqu'à l'écroulement même de l'Empire ottoman. C'était la langue la plus appréciée dans la cour ottomane. C'était avec la langue persane que des sultans éminents comme le sultan Al-Fatih Mahmoud II ou le sultan Bayazid II ou le sultan Selim Ier composaient une poésie dans la langue persane.
L'empire, donc, n'était pas un empire à visage turc. La langue persane continuait à exercer son impact en tant que la langue de l'éloquence, la langue de la haute culture, de la poésie la plus appréciée. L'histoire de la littérature ottomane, c'est dans une grande partie une littérature composée dans la langue persane. Un des paradoxes de la question linguistique dans l'Empire ottoman et du paradoxe linguistique dans la cour et dans la classe dirigeante de l'Empire ottoman est symbolisé par la position, par exemple, du juriste et du grand théologien ottoman de la fin du 15e, du début du 16e siècle, Ibn Kamal d'Edirne, Kamal Pachazadeh, parce que Kamal Pachazadeh, par exemple, avait édité un traité sur la prééminence de la langue persane sur toutes les autres langues. Mais dans quelle langue il avait écrit ce traité? Dans la langue arabe. Donc, ça reproduit typiquement cette question paradoxale de la langue dans la classe dirigeante. La langue arabe était perçue comme la langue de la théologie et de la jurisprudence. La langue turque, parce que c'est ce même Kamal Pachazadeh qui passera comme une référence dans l'historiographie ottomane, c'est que le sultan Bayezid lui avait ordonné de composer les chroniques de l'Empire ottoman et en langue turque. Et il écrivait donc, il possédait complètement les trois langues, la langue persane pour composer sa poésie, la langue turque pour ses chroniques et la langue arabe pour éditer ses fatwas. Le poète le plus éminent de l'histoire ottomane, Fazuli composait ses poèmes triplement dans la langue turque, d'ailleurs dans le dialecte azéri de la langue turque, dans la langue persane et dans la langue arabe. Cette diversité linguistique de la classe dirigeante disait quelque chose à propos de l'image de soi, de la représentation de soi de cet empire. Mais elle disait aussi quelque chose sur la manière, avec laquelle, ou à partir de laquelle les Ottomans, la classe dirigeante ottomane, apercevait le monde arabe. C'est que les pays arabes ou les provinces qui allaient devenir partie prenante de l'Empire ottoman à partir de 1516-1517, donc déjà 502 ans après ces événements qui ont eu comme résultat la domination ottomane durable sur une large partie des peuples arabophones. Cette conquête a eu lieu 2 siècles après la constitution de cette puissance ottomane, au début en tant qu'une simple principauté parmi une multitude de principautés ou de beylikas turcomanes en Anatolie occidentale, et puis en tant qu'empire grandissant qui allait hériter ce qui restait de l'Empire byzantin après la conquête de Constantinople en 1453. Et c'est surtout après la conquête de Constantinople que les provinces arabes de l'Empire mamelouk, à cette époque, commençaient à se poser la question qui sont les Ottomans. Parce que les Ottomans, en 1453, avaient réussi ce qui paraissait impossible, ce qui y était remis à la fin des temps pour les juristes, pour les théologiens de l'islam médiéval, la conquête de Constantinople. Cette conquête de Constantinople allait nourrir un certain imaginaire, un certain enthousiasme
parmi la population arabe de la Syrie et de l'Égypte pour ces Ottomans. Et à la fin du XVe siècle, on allait même diffuser certains récits favorables à ce qu'on pensait être un idéal de justice, un idéal d'équité sociale qui allait régir l'ordre en Anatolie. En 1516, avec la conquête ottomane du sultanat mamelouk de la Syrie et de l'Égypte, allait se poser cette double question: que pensent les Ottomans des Arabes, que pensent les Arabes des Ottomans? Pour les Ottomans, ce qu'ils pensaient des Arabes était assez compliqué, parce que d'une part, l'Empire, même avec toute sa diversité, restait centralisé sur une doublure, sur une dualité entre la Turquie d'Asie et la Turquie d'Europe, entre l'Anatolie, la Turquie d'Asie, et la Turquie d'Europe, qui est la Roumélie dans la langue turque, la Roumélie qui allait prendre seulement au début du XIXe siècle une nouvelle appellation d'un géographe allemand, les Balkans. Parce qu'avant le début du XIXe siècle, cette terminologie-là était encore inexistante. Et en fait, les provinces arabes étaient en dehors de cette dualité entre la Turquie d'Asie et la Turquie d'Europe. Et donc, il y avait dans une certaine dimension un rapport de centre à périphérie entre l'espace qui avait était l'espace de l'accumulation de la puissance ottomane tout le long du XIVe, XVe siècle et l'espace conquis au XVIe siècle, c'est-à-dire les pays arabes. Mais en même temps, ces Arabes, c'était une population majoritairement sunnite, et c'était aussi une nouvelle source de légitimation ou une multitude de nouvelles sources de légitimation du système ottoman. Étant donné que ce système ottoman, et surtout dans sa confrontation avec le péril de l'Iran safavide, devrait se retrouver de plus en plus dans cette affaire de synthèse entre le sunnisme et le soufisme. Et pour consolider cette synthèse entre le sunnisme et le soufisme, l'élément arabe allait devenir essentiel pour l'Empire ottoman en tant qu'empire des musulmans sunnites. Parce que cet empire ottoman, surtout dans sa période d'élargissement, était un empire sur le plan démographique faiblement musulman. Et si on remet les pays arabes de côté, la majorité du reste de l'Empire est non musulmane. La majorité de la Roumélie, des Balkans ottomans, est une majorité chrétienne. Il y a une faible majorité musulmane en Anatolie. Et pour ce qui est de Constantinople, elle allait demeurer à majorité non musulmane, chrétienne ou juive, jusqu'au début du XXe siècle. Et donc, cet apport des régions arabophones était un apport important, et sur le plan du nombre, et sur le nombre de l'augmentation de la densité ou du nombre des musulmans sunnites dans l'Empire, mais aussi c'était pour répondre à une autre question de légitimité, c'est que ce monde arabe, c'était aussi le monde des villes saintes de l'islam, c'était le monde du pèlerinage, de ce pilier de l'islam qui allait fournir aux Ottomans leur titre religieux de Khadim al-Haramain, ce même titre donc qui a hérité des Ayyubides, puis des Mamelouks, qui devrait passer aux Mamelouks, puis qui sera transmis aux Ottomans,
les Ottomans donc devraient prendre à partir de Selim Ier ce titre de Khadim al-Haramain, de serviteur des deux sanctuaires médinois et mécois et médinois de l'islam. Et après l'écoulement de l'Empire ottoman, on voit bien que les rois de l'Arabie saoudite devraient reprendre ce titre. Or, les Ottomans, même s'ils allaient consolider leur légitimité à partir de cette administration de la notion du Hajj, de ce pilier de l'islam, mais aucun de ces sultans ottomans ne va accomplir lui-même en tant que tel, en tant que personne, le pèlerinage. Et c'est à la toute différence des sultans ayyubides ou des sultans mamelouks, parce que les ayyubides et les mamelouks, nombreux étaient parmi eux ceux qui allaient accomplir le Hajj. Aucun des sultans ottomans, depuis donc les débuts du sultanat jusqu'à la période de la conquête des pays arabes, jusqu'à la période de l'écroulement de l'Empire, n'avait pratiqué le Hajj. Mais le Hajj allait devenir un pilier non seulement de l'islam, mais aussi un pilier de légitimité, une ressource de légitimité, de même qu'une ressource financière, et qu'une ressource commerciale, et une ressource de stabilité pour l'Empire ottoman, et aussi une source de brassage religieux entre des musulmans venant des autres parties du monde musulman qui étaient toujours en train de s'agrandir et de s'élargir, parce que c'est dans cette même période que l'islam insulaire, l'Indonésie, la Malaisie allaient se convertir à l'islam, et c'est dans cette même période que les Ottomans allaient étendre leur influence à travers le pèlerinage. Et ce brassage qui aura lieu durant la période du pèlerinage jusqu'aux extrêmes de l'océan Indien. Ce que pensaient les Ottomans des Arabes, c'était toujours en fonction de cette dimension religieuse, mais et la preuve aussi, c'est que les Ottomans ne pensaient jamais pratiquer le système de la défirmée, l'enlèvement ou littéralement la cueillette des petits-enfants. Ça, c'est le sens littéral de la défirmée, la cueillette des petits-enfants, c'est-à-dire la collecte d'1 sur 40 des enfants des Balkans dans les villages chrétiens. Cette pratique, donc, tout le long du XVIe, XVIIe siècle, ne sera jamais pratiquée dans le monde arabe. Le monde arabe, à comparer avec les autres régions de l'Empire ottoman, était beaucoup plus stable que l'Anatolie, qui partait toujours de rébellion en rébellion avec les mouvements qu'on appelle les mouvements des Djalilites, donc une série de rébellions contre la Sublime Porte, alors que sur le plan de la longue durée, la situation était beaucoup plus stable dans le monde arabe. Je vais passer à l'époque moderne, au XIXe siècle. Parce qu'aussi au XVIe siècle, la période de la conquête ottomane des pays arabes, il y avait cet aspect religieux qui était important. Mais toutefois, au XVIe siècle, les sultans ottomans ne songeaient pas à cette notion de califat. Cette notion de califat, donc, malgré toute cette légende que les Ottomans avaient repris le califat du dernier calife abbasside se trouvant au Caire sous les Mamelouks en 1517, mais ça c'est une pure légende.
donc qui est tout à fait contredite par toute historiographie sérieuse. Ils se contentaient du titre de Khadem al-Haramain, du serviteur de lieu saint, de même que de leur titre de gloire en tant que Padisha, en tant que Sahib Kiran, le souverain universel, la jonction de Jupiter et de Saturne, et aussi et surtout en tant qu'empereur des Romains, parce que depuis le sultan Mahmoud II, de Mohammed II, Mohammed el-Fatih, les Ottomans reprenaient à leur propre compte les anciens titres du basileus byzantin. Mais au XIXe siècle, c'est une autre histoire. Au XIXe siècle, l'Empire ottoman se trouve dans une période de difficulté suite à une multitude de défaites, surtout devant la progression territoriale et maritime de la Russie depuis la guerre de 1768-1774. Et les Ottomans commencent à subir cette montée en puissance de la Russie. Ils ont besoin, cette fois, du titre du califat. Ils ont besoin de cette légitimation. Et ils comprennent aussi que ça va créer un problème puisqu'ils n'appartiennent pas à la tribu de Quraysh, et donc en tant que chantre de l'orthodoxie sunnite, en tant que représentant de l'orthodoxie sunnite, ils devraient contredire une certaine tradition qui limitait le califat aux seuls descendants de la tribu de Quraysh. Malgré cela, dans le traité de Küçük-Kaynarca en 1774, les Ottomans devraient s'en servir du titre du califat pour pouvoir étendre leur protection symbolique sur les musulmans qui passent sous le contrôle de la Russie en Crimée et au nord du Caucase. La notion de califat devrait devenir importante de plus en plus vers le milieu du XIXe siècle et surtout dans la deuxième moitié du XIXe siècle pour la politique ottomane en général et pour la politique ottomane dans les pays arabes. Dans ce siècle, au XIXe siècle, l'Empire ottoman, qui perdait de plus en plus de territoire avec l'essor des mouvements de nationalisme dans les régions à majorité chrétienne dans les Balkans, avait de plus en plus besoin de cette solidarité entre musulmans, de même qu'il avait de plus en plus besoin d'un mouvement intérieur de réforme, de tanzimat, de réorganisation. Et c'est dans ce cadre-là que l'Empire devenait de plus en plus réduit côté superficie, et en conséquence, il allait perdre de plus en plus de chrétiens, et il devrait devenir un empire à majorité écrasante musulmane dans la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est qu'en 1600, les musulmans n'étaient pas la majorité des Ottomans, des sujets de l'Empire ottoman, mais après 1850-1860, on peut compter plus que 75% de musulmans parmi les sujets de l'Empire ottoman. Ce qui faisait que si les régions balkaniques allaient se séparer de l'Empire ottoman, si la régence de Tunis, de même que l'Égypte de Mohammed Ali, allait théoriquement rester partie prenante de l'Empire ottoman jusqu'à la colonisation européenne, mais allait aussi constituer leur propre projet, et surtout après que Mohammed Ali a été forcé de se retirer de l'Anatolie puis de la Syrie en 1840, ce qui restait
des régions arabes de l'Empire ottoman allait assister à ce qu'on peut désigner comme une nouvelle reconquête ottomane. Il s'agit d'une centralisation de ce pouvoir ottoman dans ces régions-là, mais il s'agit aussi d'un certain projet de constitution et d'une certaine utopie d'une constitution, d'une nationalité ottomane, ou du moins d'une citoyenneté ottomane. Cette citoyenneté ottomane, c'était l'utopie de la deuxième moitié du XIXe siècle parmi les élites réformistes ou réformatrices dans l'Empire ottoman, ce qu'on appelle la génération des jeunes ottomans. Il ne faut pas ici faire la confusion entre les jeunes ottomans et les jeunes turcs. Les jeunes ottomans, ce sont donc les intellectuels venus de la haute bureaucratie de l'Empire dans la deuxième moitié du XIXe siècle, pour qui il fallait à tout prix pousser, radicaliser le mouvement des réformes entrepris par les Tanzimat après les édits impériaux de la réorganisation de l'Empire en 1839 et 1856 qui allaient reconnaître, quoique d'une manière incomplète, l'égalité juridique et civique entre les sujets de l'Empire ottoman. Pour eux, il s'agissait de pousser encore les choses jusqu'à obtenir une constitution ottomane, transformer l'Empire ottoman en une véritable monarchie constitutionnelle et créer une citoyenneté ottomane, créer une nation ottomane. C'est dans cette période-là que ces jeunes Ottomans espéraient créer cette nation ottomane et fournir à cette nation ottomane des valeurs constitutionnelles plus ou moins empruntées des différentes expériences européennes, mais qui soulignaient toujours cet attachement non seulement à l'islam, mais aussi au panislamisme, à savoir cette nécessité pour l'Empire ottoman de promouvoir toujours la solidarité entre les musulmans. Ces jeunes Ottomans n'étaient pas tous d'une même origine ethnique, et il y en avait donc parmi eux des plus illustres parmi les Arabes, ou du moins, ou aussi parmi les arabophones, ceux qui n'étaient pas forcément d'origine ethnique arabe, mais qui écrivaient et qui produisaient donc dans la langue arabe. Dans cette génération des jeunes Ottomans, donc, il y avait cette espérance à construire une nation ottomane. Mais en même temps, il y aura dans cette même période une revalorisation de deux notions qui paraissaient jusqu'à cette époque péjoratives. La notion de turc, d'abord. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, la notion de turc était une notion péjorative dans l'Empire ottoman. À Istanbul, si on voulait insulter quelqu'un, on lui disait turc. Parce que les Turcs renvoyaient jusqu'à la fin du XIXe siècle aux paysans de l'Anatolie et surtout de l'Anatolie orientale. Ce qui est un peu assez marrant parce que ça renvoyait surtout aux Kurdes. On devrait assister à cette revalorisation de la notion de turc dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et surtout lorsque ces élites ottomanes se rendent compte des travaux de certains intellectuels hongrois et bulgares qui étaient en train de réhabiliter le passé mythologique des anciens peuples des steppes en revalorisant ces peuples steppiques et en disant que nous, les Bulgares ou les Magyars ou les Hongrois, nous ne sommes pas, nous pouvons pas être partie prenante de cette galaxie de peuples slaves. On n'est pas des Slaves, on est d'origine steppique, on est des Turcs.
Et c'est à partir de ce renvoi-là à ces travaux que ces jeunes Ottomans, parmi ceux qui pratiquaient la langue turque, allaient commencer à promouvoir cet idéal de turcicité, mais qui restait mélangé avec le panislamisme, avec l'ottomanisme. Mais il y a quand même un processus de réhabilitation du turc. En même temps, l'arabité sera réhabilitée d'abord à partir de l'influence de l'orientalisme occidental qui devrait faire connaître aux Arabes leur notion d'arabité dans le sens moderne du terme, parce que jusqu'à présent, même dans certaines régions du monde arabe, le terme arabe continue à renvoyer aux Arabes nomades ou à ceux qui sont d'origine nomade. Jusqu'à présent, en Syrie, au Liban, tout en étant fiers de l'arabité, mais sans s'en rendre compte lorsqu'on parle. Il nous arrive de parler avec une certaine inclinaison vers la péjoration des Arabes des tribus ou de ceux qui sont d'origine tribale. Il y aura donc tout au long du XIXe siècle, et surtout dans la deuxième moitié du XIXe siècle, cette revalorisation de la turcicité et de l'arabité, mais dans un certain cadre qui s'attachait toujours à préserver cette ottomanité, qui était toujours conscient, de plus en plus conscient que les choses allaient mal dans l'Empire ottoman, que les réformes étaient nécessaires, mais de plus en plus on allait se rendre compte que c'était aussi une cause désespérée, surtout lorsque ce mouvement d'accumulation de textes réformateurs allait parvenir à obtenir la constitution ottomane en 1876, organiser des élections peut-être les plus libres de l'histoire du Moyen-Orient jusqu'à présent en 1877, et quelques mois après, avec une nouvelle défaite de l'Empire ottoman devant la Russie, le sultan, donc, qui ne voulait pas, le sultan Abdelhamid II, qui ne voulait pas continuer à entendre les critiques et les diffamations contre lui de la part de certains députés dans l'Assemblée ottomane, dans le Mabroussan, allait dissoudre le Parlement et suspendre la Constitution jusqu'à la Révolution, jusqu'au coup d'État des jeunes Turcs en 1908. Donc, dans cette période, cet espoir, cette espérance, dans l'ottomanité, continuait à représenter un horizon pour les élites intellectuelles et turques et arabes, mais en même temps avec une certaine réhabilitation de l'arabité, de l'identité arabe et de l'identité turque. Mais pour en finir, ce qui fait la différence entre les peuples arabes et tous les autres peuples de l'Empire ottoman, c'est que tous les autres peuples qui ont fait partie de l'espace ottoman ont dû, tout le long du XIXe siècle, commencer à se retirer, chercher à se retirer en constituant leur propre mouvement national. C'est d'abord les Grecs en 1821. Au début, les Grecs étaient beaucoup plus ambitieux. Ils pensaient transformer l'ensemble de l'Empire ottoman en un nouvel empire hellénique. Et puis, il allait donc se contenter de la Grèce du Sud. Mais jusqu'aux années 20, jusqu'au début des années 20 du XXe siècle, il espérait toujours reprendre Constantinople et l'Héla d'Asie, la région de Smyrne et même l'ensemble de l'Anatolie occidentale. La Bulgarie, c'était la même chose, avec le mouvement national bulgare ne voulait pas d'une ville rurale comme Sofia en tant que capitale. Il revendiquait aussi Istanbul, Constantinople, puis il allait se contenter plus ou moins, pas toujours, parce qu'une des raisons même de la Première Guerre mondiale, c'est l'ambition bulgare de reprendre Constantinople.
de même que les Russes. Mais en bref, l'ensemble des peuples à majorité chrétienne des Balkans allaient prendre le chemin du nationalisme tout en refoulant vers l'espace restant de Constantinople, de la Thrace orientale et de l'Anatolie, des peuples anonymes qui seraient introduits, intégrés dans cette nouvelle identité turque. Donc, les Bulgares, lorsqu'ils se retirent, une partie des habitants de la Bulgarie est chassée parce que c'était des musulmans. La Grèce, avant, c'est la même chose. La Serbie, la Valachie, qui va constituer la Roumanie, et avec aussi la progression russe, avec la progression russe dans la région circassienne, des Circassiens, des Tatars. Donc, des populations, des millions de musulmans seraient donc expulsés vers l'espace anatolien, et ça constituait un problème d'intégration, mais aussi d'aménagement complet de l'espace ottoman. C'est que, par exemple, les campements de ces réfugiés-là devraient répondre à des nécessités politiques, à des calculs politiques de la Sublime Porte ottomane. Par exemple, il y a une capitale dans le monde arabe, d'un pays dans le monde arabe, qui était à la base juste un camp de réfugiés tcherkesses. C'est Amman. La ville de Amman n'existait pas jusqu'à la fin du 19e siècle. C'était un campement de réfugiés. Ces muhajirs, comme on les appelait dans l'Empire ottoman au 19e siècle, c'était en même temps une source de légitimation de cette idéologie du panislamisme. Le devoir des Ottomans, c'est de soutenir les musulmans en dehors de l'Empire ottoman. Et aussi, c'était un souci sur le plan démographique, et qui allait créer aussi des antagonismes avec d'autres peuples, surtout en Anatolie avec les Arméniens. Mais pour en finir, cette fois sûr pour en finir, les Grecs, les Bulgares, les Serbes, les Roumains devraient tous constituer leurs mouvements nationaux et se retirer de l'Empire ottoman l'un après l'autre. Les Roumains, ils n'avaient même pas une appellation, donc ils devraient choisir un peu artificiellement l'appellation de Roumain pour joindre des provinces différentes. Puis, c'est le tour des Arméniens de tenter leur mouvement national. C'est le tour des Turcs et des Kurdes, même si on ne pouvait pas parler d'un mouvement national turc avant la défaite même de l'Empire ottoman, parce que jusqu'à la guerre d'indépendance en Anatolie, le mouvement indépendantiste, le mouvement kémaliste, continuait à jouer avec plusieurs cartes idéologiques et identitaires en même temps. Il continuait à jouer avec le panislamisme, l'ottomanisme et le touranisme jusqu'à 1922. Après Lausanne, après le traité de Lausanne, une fois qu'il assure la possibilité de se créer un État souverain sur l'ensemble de l'Anatolie et de la Thrace orientale, et avec une souveraineté sur les détroits, que Mustafa Kemal décide de rompre avec l'ottomanité, avec le panislamisme. Mais les Arabes, par contre, seraient non seulement les derniers à constituer un mouvement national. Le mouvement national ou les nationalismes partiels ou le nationalisme arabe dans le monde arabe ne verrait le jour que juste soit à la veille de la guerre, de la Première Guerre mondiale selon certaines lectures, soit durant la guerre mondiale selon d'autres lectures, soit selon donc la manière à laquelle j'adhère dans l'interprétation de ces choses, juste après l'écroulement de l'Empire ottoman. Et donc, ce qui fera aussi
une autre source de traumatisme, une autre source d'embarras pour les Arabes, parce que les Arabes, même avec ce ressentiment contre la mainmise des Turcs dans la composition de l'Empire ottoman, et en général avec ce problème de centre et de périphérie dans l'Empire ottoman, mais les Arabes allaient continuer à rester entre deux guillemets les plus fidèles de l'Empire ottoman jusqu'à son écroulement. Et merci. Bien, je vous remercie pour cette fresque ottoman et arabe tout à fait passionnante, ce qui donne une idée du contenu de la revue dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, la parole est à vous pour un dialogue avec. Alors, il y a évidemment deux questions bien différentes. C'est le magazine, mais il y a sûrement plein de questions à poser. Et puis bien sûr, et les interrogations sur cet exposé sur les Ottomans et les Arabes. Voilà, qui veut prendre la parole? Madame, je vous en prie, le micro arrive. Je voudrais savoir d'où vient le mot ottoman. Oui, c'est de. On prend. Oui, allez-y, répondez, c'est aussi simple comme ça. C'est du fondateur de la dynastie ottomane ou d'un des premiers beys de la dynastie, Osman. Et Osman, c'est le nom du quatrième calife musulman, Osman ibn Affan. Donc c'est un nom arabe, à la différence par exemple, de Orhan. Donc, au début, on trouvait certains sultans qui avaient des noms non arabes, mais après, tous les sultans auraient des noms arabes. وسام انا مضطر احكي بالعربي مش زياده وده مترجم السؤال. انا رايد تضيء على العلاقه بين الوهابيه والسلطنه العثمانيه لاخر ايامها، لا نقدر نفهم شيء من الصراع اللي عم يدور حاليا بين العثمانيين الجدد والسعوديين والخليج اللي بيدور بالفلك. Je réponds maintenant? Oui, vous traduisez peut-être la question d'abord. Oui, je vais traduire la question. Donc, la question, c'est à propos du wahhabisme dans la péninsule arabe et du conflit ou de l'antagonisme entre les Ottomans et les wahhabites à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, et son impact sur aujourd'hui. Je peux répondre? Bien sûr. Bon. Bon, d'abord, pour ce qui est du wahhabisme, en fait, d'abord, il faudrait dire que le début d'un mouvement de remise en question de l'ouverture ou de la tolérance de l'Empire ottoman n'a pas commencé dans la péninsule arabe, il a commencé à Istanbul même. Avant le wahhabisme du XVIIIe siècle, il y avait un autre mouvement qui allait s'emparer de la capitale ottomane, c'est les Qadizadehleri. Les Qadizadehleri devraient obliger les sultans ottomans de rompre avec la politique de tolérance religieuse, avec la politique ouverte sur la philosophie, comme c'était le cas du sultan Al-Fatih qui s'intéressait à Averroès, ou du sultan Selim qui avait réhabilité Ibn Arabi au XVIe siècle, mais au XVIIe siècle, avec les Qadizadehleri, il y a un mouvement d'intransigeance, de fanatisme, et qui vient du centre même d'Istanbul même. Le wahhabisme, par contre, allait représenter au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, une autre menace pour l'Empire ottoman, parce qu'il allait menacer ce pilier fondamental de la légitimité et de la stabilité de l'Empire,
de sa représentation de soi en tant qu'empire des musulmans, qui est le Hajj, le pèlerinage. Surtout une fois que les wahhabites devraient s'emparer du Hijaz. Et au début du 19e siècle, on devrait courir la rumeur comme quoi les wahhabites allaient démolir la tombe du prophète. Et en fait, le wahhabisme discréditait l'essentiel de la synthèse ottomane, la synthèse entre l'orthodoxie sunnite et le soufisme. Et c'est ainsi que le wahhabisme constituait une menace pour l'idéologie, si on ose dire, de l'Empire ottoman. Mais pourtant, les Ottomans, ou le sultan ottoman, les deux sultans ottomans, Selim III puis Mahmoud II, sollicitaient des walis de Damas et de Bagdad d'intervenir contre les wahhabites, ce que ces walis refusaient, parce que c'était une guerre d'usure dans le désert, etc., jusqu'au jour où c'est l'armée de Muhammad Ali qui devrait intervenir à partir de 1811 en Arabie. Avec cette intervention de cette armée constituée, qui n'était pas constituée en 1811 d'Égyptiens de souche, mais surtout c'était donc sa direction était toujours de la classe dirigeante ottomane, mais l'essentiel c'était des Albanais, les Arnaouts, et des Maghrébins. Et c'est avec des Albanais et des Maghrébins et des Turcs que Muhammad Ali devrait mener une guerre qui ressemble bien aux guerres de colonisation, donc d'une guerre de destruction massive et de terrorisme, de terreur contre la population de la péninsule arabe, parce que le chroniqueur égyptien de l'époque, Al-Jabarti, qui a reproduit ses chroniques à propos de l'expédition française en Égypte en 1798, allait accompagner l'armée égypto-ottomane de Muhammad Ali, et même s'il se trouvait dans le camp de Muhammad Ali et des Ottomans, il allait éprouver une certaine sympathie pour les wahhabites et pour leur résistance contre les Ottomans. En 1818, après la victoire de Muhammad Ali contre la Dar'iyya, contre la capitale de ce qu'on appelle le premier État saoudien, donc qui va durer jusqu'en 1818, Ibn Saoud sera transmis au Caire et du Caire vers Istanbul, et c'est à Istanbul qu'il sera flagellé dans toutes les places d'Istanbul. Il sera massacré, lui et les représentants ou les dignitaires principaux du wahhabisme, dans plusieurs places d'Istanbul, un peu à la manière donc qui, après juste 200 ans, Khashoggi a été massacré. Donc, c'est une histoire aussi d'un traumatisme, et en fait, c'est cette furie contre les wahhabites à Istanbul même qui est un peu surprenante, parce que les habitants d'Istanbul étaient assez éloignés des événements de la péninsule arabe. En 1818, il n'y avait pas Internet, donc pour être contacté tout le temps, pour être connecté tout le temps aux événements donc, qui se passent, même s'ils se passent dans une autre partie de l'Empire, mais ça allait dénoter aussi d'une certaine furie qu'on va revoir quelques années après. Donc c'est même cette même plèbe d'Istanbul donc qui avait témoigné d'une extrême violence contre les dignitaires wahhabites dans les rues, ils les traînaient, etc. C'était assez épouvantable. 2-3 ans après, en 1821, la même plèbe d'Istanbul allait massacrer des dizaines de milliers de chrétiens, de Grecs, et le patriarche de Constantinople après le début de la révolte des Grecs.
L'impact sur aujourd'hui, l'influence sur aujourd'hui, il y a toujours un certain traumatisme, il y a toujours une certaine difficulté d'historiciser d'abord cette période de la conquête égypto-ottomane de la péninsule arabe durant la guerre de 1811-1818 et de la situer dans sa temporalité et de comprendre aussi que dans le wahhabisme, il y avait aussi un certain proto-nationalisme, je dirais pas seulement arabe, mais arabique, par rapport à la péninsule arabe contre la mainmise ottomane. Mais à une différence près que ça, c'est en ce qui concerne le premier État saoudien. Parce qu'après 1818, il y aura un deuxième État saoudien à partir des années, sérieusement à partir des années 40 du 19e siècle, qui fera partie de l'Empire ottoman, ou qui devrait nouer un lien de vassalité avec l'Empire ottoman. Et ça va créer, en fait, quelque chose de très important en Arabie saoudite, cette représentation de soi comme un État qui se construit. Puis il y a il y a un cataclysme qui le condamne à s'évaporer, à se démolir et qui va réapparaître après. Donc c'est pour cela que dans l'historiographie officielle de l'Arabie saoudite, on parle du premier État saoudien, puis sa disparition avec l'intervention de Mohammed Ali, puis du deuxième État saoudien, puis sa disparition avec les conflits entre les différents émirs et la montée en puissance d'autres émirats comme Al-Rachid, etc. Puis le troisième État saoudien, et maintenant même le MBS donc, parle du quatrième État saoudien. Donc on a toujours une vision comme si c'est un jeu de Lego. Donc on construit un État, puis on le démolit, puis on construit un État, puis on le démolit. Et je pense que ça, c'est l'impact essentiel du traumatisme de 1811 jusqu'en 1818. Juste encore une chose, c'est que la ville de Daraya, qui a été détruite, la capitale du premier État saoudien, les Saoudiens avaient décidé de la conserver, ruinée, donc un peu à la manière de Hafez al-Assad et de la ville de Quneitra, pour garder la mémoire de l'intervention ottomane. Donc, dans la mémoire nationale de l'Arabie saoudite, on parle toujours de là, on parle toujours de cette, je dirais même d'une rancune contre cette intervention comme quelque chose qui explique l'histoire totale de l'Arabie saoudite. Il y a d'autres questions ? Bonjour et merci pour la conférence. Moi j'ai une question sur l'Empire ottoman. Il était étendu jusqu'à Tunis par exemple, et puis il y avait des régions comme la Palestine, jusqu'en Alger, jusqu'à Alger, jusqu'à Oran. Et donc comment ces régions à distance, elles étaient contrôlées par l'Empire ottoman? Est-ce que c'était des régions qui étaient autogérées, ou bien l'Empire ottoman avait vraiment un pouvoir dessus, de contrôle politique, ou bien c'était les Arabes qui dirigeaient dans ces pays-là, dans ces régions-là, pardon? Bon, comme tout empire, l'Empire ottoman est un empire asymétrique. L'asymétrie, d'abord, c'est le prisme même pour comprendre l'espace ottoman, la gestion de l'espace ottoman. Donc, il n'y a pas un seul système, ni un même système fiscal qui régit l'ensemble de l'Empire ottoman, ni le même système de propriété dans l'ensemble de l'Empire ottoman. Pour ce qui est de l'Afrique du Nord, par exemple, l'Afrique du Nord était une question très intéressante, très importante pour l'Empire ottoman, parce que pour plusieurs choses. Cet empire qui a commencé donc à se constituer une image de soi au XVIe siècle comme étant la monarchie universelle, était aussi l'empire qui avait développé
à la fin du XVe siècle cette image comme l'empire de l'hospitalité, celui qui a reçu les réfugiés de l'Andalous, de l'Ibérie, après l'éclipse de la présence arabe en Espagne en 1492, mais qui continuait avec avec Barbarousse, avec les corsaires, à espérer à une guerre maritime tout le temps contre les puissances européennes et à espérer la reprise de l'Espagne. Jusqu'à la victoire des forces chrétiennes ou européennes contre l'Empire ottoman dans la bataille de Leptante en 1571. Donc c'est là que pour la première fois la chrétienté a pu arrêter, a pu stopper cet idéal d'une monarchie universelle. Et donc dans les régions de l'Afrique du Nord, c'était des régions qui représentait une dynamique ottomane de guerre, de djihad, tout le temps contre les puissances de djihad et de corsaires, mais aussi ce qu'on ne peut pas éviter, c'est l'esclavage. C'est qu'une large partie de l'économie même de ces provinces de l'Afrique du Nord, de la régence d'Alger, de la régence d'Oran, de Constantine, de la régence de Tunis, puisaient l'essentiel ou une large partie de leur économie de l'esclavage, cette fois pas de la traite des Noirs, mais de la traite des Blancs. Donc jusqu'au début du XVIIe siècle, les corsaires faisaient des rafales jusqu'aux environs de Londres pour retirer des esclaves blancs qui seraient ensuite vendus dans les marchés d'esclaves de l'Empire ottoman. On oublie toujours que l'esclavage devrait rester jusqu'au XVIIIe siècle important dans l'Empire ottoman, pour comprendre son économie, pour comprendre aussi, mais après tout, la classe dominante, c'est une classe dominante d'esclaves aussi dans l'Empire ottoman, de même que dans les Mamelouks, quoique avec d'autres nuances, avec une autre complication. Bonsoir. Pouvez-nous rappeler un peu les idées forces du néo-ottomanisme d'Erdogan? Est-ce qu'il est pragmatique? Est-ce qu'il est dogmatique? Parce qu'on sent qu'il va un peu dans tous les sens. Un coup contre la Syrie, un coup contre l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous pouvez définir un peu ce néo-ottomanisme actuel? Oui, se dit néo-ottomanisme parce que d'abord, il ne se revendique pas cette appellation. Mais on peut construire cette image du néo-ottomanisme surtout des réactions de Recep Tayyip Erdogan contre certains feuilletons, par exemple turcs, il les avait vivement critiqués pour n'avoir pas apporté un respect pour les sultans ottomans. Ce néo-ottomanisme d'Erdogan est quelque chose qui est difficile quand même à identifier en tant que... ça existe, mais c'est difficile à identifier en tant qu'idéologie entière ou en tant que discours qui a une certaine consistance propre. Donc, d'abord, ce néo-ottomanisme reste une certaine vision, un certain horizon dans le cadre d'un nationalisme turc. Donc, il n'y a pas lieu de réviser la notion même d'un nationalisme turc, d'un État-nationalisme turc. Donc, par exemple, ce néo-ottomanisme, ou ce dit néo-ottomanisme ne fournit pas à Erdogan la moindre initiative pour traiter
la question kurde autrement que en suivant donc toujours l'agenda nationaliste turc, alors qu'un néo-ottomanisme, s'il y avait vraiment un néo-ottomanisme en Turquie, s'il était pris au sérieux, si les néo-ottomans en Turquie prennent leur néo-ottomanisme au sérieux, le néo-ottomanisme devrait les inviter à penser la possibilité d'une seule patrie pour deux peuples, parce que l'Empire ottoman, c'était l'empire de l'extrême diversité, de la dissymétrie, pas seulement du triple linguisme, du moins du triple linguisme, alors que dans les constantes du nationalisme turc, c'est une seule langue, même une fixation de ce dialecte. Aussi, pour ce qui est de la Syrie, ce néo-ottomanisme ottoman ou ce dit néo-ottomanisme n'avait pas fait d'Erdogan un Salim Ier. Donc, c'était une certaine attente désespérée de la part d'une certaine partie de l'opposition syrienne de voir Erdogan intervenir en Syrie, mais Erdogan, en fin de compte, en dehors de la protection d'un sanctuaire ottoman au nord de la Syrie, n'avait pas cette ambition d'investir territorialement parlant, en dehors donc soit d'un sanctuaire ottoman, donc du patrimoine, ou en dehors de la question kurde. Et en intervenant en Syrie contre les Kurdes, Erdogan devrait signifier vraiment qu'il était très loin de l'ottomanité, parce que l'ottomanité, c'est tout à fait le contraire du nationalisme turc. C'est du moins le fait d'être prêt à accepter que, en tant que peuple post-ottoman, nous pouvons parler toutes les langues qui étaient respectées dans l'Empire ottoman, kurde ou turc ou autre. Mais vis-à-vis de la Palestine, quand même, il a des positions en pointe. Mais vis-à-vis de la Palestine, actuellement, il a quand même des positions en pointe. Oui, tout à fait. Ça vient aussi de son islamisme avant tout, avant la question du néo-ottomanisme. Il y a toujours du néo-ottomanisme chez Erdogan. Il y a plutôt une nostalgie ottomane où il investit dans la nostalgie de l'Empire ottoman. Mais en fait, c'est que cette nostalgie ottomane n'attendait pas Erdogan. Cette nostalgie ottomane allait réapparaître dès les années 70 parmi les intellectuels turcs, parmi les romanciers turcs. Je crois que la nostalgie de la chose ottomane est perceptible plutôt dans le phénomène d'Orhan Pamuk, beaucoup plus que chez Erdogan. Parce que l'ensemble de l'œuvre romanesque de Pamuk, en fin de compte, éprouve cette nostalgie de la calligraphie ottomane, de l'espace ottoman, de l'Istanbul ottoman, de ce qu'on a perdu avec la perte de l'Empire ottoman. Et je ne crois pas que Pamuk, c'est Erdogan. Erdogan, c'est toujours le nationalisme turc, plus l'islamisme. Pour lui, l'islamisme protège le nationalisme turc, de même que le nationalisme turc protège l'islamisme. Et c'est ce que beaucoup, je pense, n'ont pas pu comprendre, que Erdogan ne veut pas dépasser les limites du nationalisme kémaliste. Il veut juste islamiser le kémalisme. Question ? Est-ce qu'en dépit de ces asymétries dont vous parlez, est-ce que l'attitude à l'égard de la femme est commune à tous ces changements et ces peuples? Il y avait un temps où c'était surtout parce qu'on parle quand même d'une classe dirigeante ottomane. Il y avait un temps où c'était les femmes qui contrôlaient l'ensemble de l'Empire ottoman. Ah bon?
Bien sûr. En fait, après Sulayman Ier, après Sulayman le Magnifique, de plus en plus, on a des sultans faibles et on a de plus en plus la montée en puissance de trois éléments. Les femmes du harem, les eunuques et les janissaires. Et c'est dans cette même période qu'il y a la montée de ces trois éléments-là et qu'on a des régentes. C'est que dans l'Empire ottoman, au début, les sultans prenaient des femmes, ils avaient des épouses. Et puis, peut-être pour une certaine... il y a une anecdote ici, c'est que en 1404, Bayazid Ier a perdu la bataille d'Ankara devant Tamerlan. Et Tamerlan avait emprisonné Bayazid et donc il a invité Bayazid emprisonné, capturé dans sa tente et il avait ordonné à la femme de Bayazid de servir à tout le monde toute nue. Et donc c'est à partir de cette anecdote ou de choses qui, donc d'un certain calcul, que les sultans ottomans n'avaient plus intérêt à épouser des femmes. Et donc ils allaient reproduire leurs enfants sans avoir des épouses, à partir d'un système assez compliqué, mais assez dynamique quand même, où on a seulement des concubines, mais on n'a pas de femmes. On n'épouse pas des femmes, avec une exception, celle de Roxelane, surtout, donc, que Sulayman avait fini par épouser. Mais pour les autres, on a des concubines, et du moment même où la concubine devrait donc enfanter, donc devrait avoir un enfant masculin, le sultan ne peut plus l'approcher. Elle sera donc la mère de ce prince, elle devrait le préparer à la bataille. Quelle bataille? C'est le jour où le sultan devrait mourir, les différents frères devraient s'entretuer. Celui qui parvient à tuer l'ensemble de ses frères sera le sultan. Donc tout ce que devrait faire la mère, c'est de préparer son fils à tuer ses autres frères. Bien sûr, ça ne va pas durer pour longtemps, ça va durer juste pour 2 siècles. Mais après... Mais c'est dans cette partie de l'histoire ottomane, surtout que c'est la validée sultane, la sultane mère, qui deviendrait la régente de l'Empire ottoman, si bien que même sous Sulayman le Magnifique, qui était toujours un sultan puissant à comparer avec les autres sultans, mais c'était Roxelane qui concluait des traités et qui menait une correspondance avec tous les souverains de l'Europe. Elle qui était ruthène, qui était ukrainienne, qui était donc d'origine chrétienne, et c'était elle qui recevait les consuls, les ambassadeurs, et donc la femme en haut, dans la classe dominante, était quasi dominante. Mais ce n'était pas la même chose pour la femme en bas, dans la société. Mais bien sûr, donc ce n'est pas pour camoufler l'autre dimension de votre question. Bien sûr que c'est des sociétés patriarcales où la femme endure trop, mais pour ce qui est de la classe dirigeante ottomane était surtout caractérisée par cette montée en puissance de ce trio, les eunuques, les femmes et les femmes du harem et les janissaires. Et leur lien, leur rapport entre... Pourquoi les eunuques? Parce que les eunuques, c'était les seuls à pouvoir entrer dans le harem. Et c'était aux eunuques qui sera confié non seulement le harem, mais les 2 harams. Quels sont les 2 harams? Les sanctuaires saints de la Mecque et de la Médine.
ceux qui devraient s'occuper de la Mecque et de la Médine, de la Kaaba et de la tombe du prophète, seraient que les eunuques. Et jusqu'à présent, il y a la dernière génération d'eunuques qui s'occupe toujours de laver la Kaaba du prophète. Jusqu'à présent, donc, ils sont devenus assez vieux, mais ça, c'est la dernière génération d'eunuques. Donc, c'est un système ottoman qui a... les Ottomans sont fous, en fin de compte, à comparer avec nos calculs d'aujourd'hui, avec nos idées d'aujourd'hui. Pour eux, les eunuques, en tant que neutralisés sexuellement, peuvent rentrer dans le harem. De même, c'est parce qu'ils sont neutralisés sexuellement qu'ils peuvent s'occuper de des deux sanctuaires saints, mais aussi de l'ensemble de l'économie du waqf, des fondations pieuses. L'ensemble de l'économie des fondations pieuses a été assurée soit par le harem, soit par certaines concubines ou validées sultanes, soit ou khasiki sultanes, donc la mère du futur candidat au sultanat, ou de la mère du sultan, ou des eunuques. C'est les eunuques donc, qui contrôlaient à partir de ces fondations pieuses, à partir de l'économie du waqf, une large partie de l'économie et des richesses et de la propriété foncière dans l'Empire ottoman. Bien, on prend une dernière question ou encore deux questions, s'il y en a. Tu penses quoi sur la position d'Erdogan sur la question syrienne, là, avec son nouveau alliance, avec l'Iran, la Russie et le Qatar aussi? On déborde un peu, mais pourquoi pas? Oh non, non. D'une autre manière, elle va normaliser la relation avec Bachar al-Assad ou pas? À ton avis? Pour ne pas déborder, mais pour pouvoir répondre à cette question, il faudrait retirer quelque chose de très important. C'est que toute cette nostalgie pour l'Empire ottoman, qui a été surtout donc, éprouvée en Turquie, en ce qui concerne la question syrienne, allait se limiter à cette nostalgie pour l'hospitalité ottomane. L'hospitalité ottomane, c'est quoi? C'est l'hospitalité des Ottomans lorsqu'ils ont reçu les musulmans et les juifs d'Espagne, après 1492, du sud de l'Espagne. C'est l'hospitalité lorsqu'ils devraient recevoir les déportés et les exilés et les expulsés des Balkans et de la Crimée et des différents peuples du nord du Caucase, les muhajirs. Cette notion de muhajir qui est très importante, surtout au XIXe siècle ottoman, qui allait donc qui allait représenter une question identitaire très importante en Turquie. Jusqu'à aujourd'hui, en Turquie, on fait la différence parmi les Turcs entre ceux qui sont d'origine muhajir et ceux qui ne le sont pas. Les muhajirs constituent donc une certaine appartenance éthico-identitaire en Turquie. Et donc, les Syriens de Turquie, ça c'est le phénomène nouveau. C'est-à-dire le 1 million, 2 millions de réfugiés syriens que Erdogan ou la Turquie a reçus. Et donc, en fin de compte, la politique turque en Syrie s'est limitée à ces deux choses. La revivification ou la reprise de cette thématique du muhajir et de l'hospitalité ottomane. Et ça, c'est ce qui ressemble au passé ottoman. Et ce qui ne le ressemble pas, c'est la fixation contre les Kurdes. Donc, au début, le centre de l'intervention turque ou de la non-intervention turque en Syrie, c'était le régime de Assad. Après, ce sont les Kurdes. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que cette ottomanité ou cette nostalgie pour l'Empire ottoman a été utilisée par Erdogan pour faire plusieurs choses en même temps.
Avant 2011, il utilisait cette nostalgie de l'ottomanité pour se rappeler des temps glorieux d'Alep, du temps des Ottomans, et donc pour favoriser le commerce avec la Syrie de Assad. Après 2011, il commençait à se comparer avec Selim Ier, celui donc qui a, entre deux guillemets, libéré la Syrie du joug des Mamelouks dans le registre ottoman, dans l'idéologie de l'Empire ottoman. Après 2011, donc ça c'était 2011 jusqu'en 2014, puis il s'est avéré que Erdogan n'était pas vraiment sérieux donc, pour intervenir vraiment en Syrie, et il devrait revenir à l'agenda typiquement nationaliste turc, parce que au début, Erdogan manifestait une certaine vision nouvelle, ou il promettait une certaine vision nouvelle avec la question kurde. Donc, on lisait qu'il était qu'il s'apprêtait à dialoguer, à négocier en personne avec Abdallah Öcalan. Après, les choses se sont empirées des deux côtés. Et maintenant, je trouve que pour la Turquie, c'est la question kurde qui les intéresse le plus. Encore une chose, dans l'autre volet de la question, c'est pour l'Iran. C'est ce que dans le Moyen-Orient, je crois qu'on a mal calculé, surtout dans la presse ces dernières années, c'était cette référence à l'antagonisme entre l'Empire ottoman et l'Empire safavide. Donc on pensait que avec le khomeïnisme d'une part et la résurgence de l'islamisme en Turquie d'autre part, les deux puissances les plus importantes maintenant au Moyen-Orient allaient finir par s'affronter. Ça, c'était une toute mauvaise compréhension et de l'histoire antérieure et du passé, parce que l'Empire ottoman et l'Empire safavide ne faisaient pas la guerre tout le temps. Ils allaient finir par trouver quand même un certain système commun. On pourrait même parler un peu avec un anachronisme et une exagération, mais d'un marché économique commun, ottomano-safavide, puis ottomano-qajar. Et l'Iran et la Turquie, depuis la fin du 19e siècle, les problématiques de la réforme, de la modernisation dans chacun de ces pays se miroitent avec ses corollaires dans l'autre pays. Et donc, je crois qu'avec toutes les difficultés ou les contradictions entre l'Iran et la Turquie, mais ces deux pays-là, où les relations entre ces deux pays-là sont des relations assez fortes dans le Moyen-Orient, et on ne peut pas miser sur une mésentente ou un antagonisme vrai entre l'Iran et la Turquie, du moins dans cette période. Mais enfin, pardon. Dernière question. Maintenant, Erdogan a-t-il des ambitions territoriales sur la Syrie? C'est ça. Est-ce que Erdogan, avec cette histoire d'Idlib, n'a-t-il pas des ambitions territoriales sur la Syrie? N'a-t-il pas envie d'annexer ce nord syrien? Non, je pense qu'il y a ce... On en fait une zone d'influence. La zone d'influence existe bel et bien, mais cette zone d'influence et surtout cette bande frontalière qu'il utilise contre les Kurdes. Je ne sais pas comment ça va se développer après, mais à l'heure présente, je crois que d'abord, la Turquie ne pense pas vraiment s'élargir. D'abord, elle ne souffre pas d'un manque de territoire, la Turquie. Mais ce qu'elle cherche à faire toujours en Irak et en Syrie, c'est d'éviter la possibilité d'un État kurde. Et il paraît qu'elle a, sur ce plan-là, elle est parvenue à ajourner jusqu'à une date imprévue la naissance d'un État kurde. Bien, écoutez, on remercie Wissam Saadeh pour ce beau voyage en
l'Empire ottoman et Jean-René Auger pour